L'émission suivante est produite avec la participation de bénévoles. Bonne émission. Je vais inviter Zaya à monter sur scène. Donc, Zaya est une femme politique et activiste très sollicitée ces temps-ci dans la région du Québec, notamment à Montréal. Je vous remercie vraiment d'avoir fait la route depuis Montréal pour venir nous rencontrer. Puis, je sais que vous avez une programmation très chargée avec beaucoup de conférences pour le collectif des femmes pour la Palestine. Puis avec UPOP aussi, je pense, dans les prochaines semaines. Oui, c'est ça, exactement. Donc, grand merci. Je vais vous laisser la parole. On essaie de faire le plus de présentations possible pour parler en public de ce qui se passe, parce que comme ça a été mentionné tantôt, on essaie d'amplifier la voix des Palestiniennes et des Palestiniens. Ils ont leur propre voix et elles ont leur propre voix. Nous, notre rôle, c'est d'amplifier cette voix. Et je n'ai pas besoin de vous dire qu'on peine de trouver l'information concernant le génocide qui est en cours dans nos médias. Donc, c'est autant plus important d'avoir des forums comme celle-là où le public peut participer. Puis, je vais vous le dire en avance. Oui, je vais faire une présentation, mais je privilégie toujours la période des questions. Fait que sentez-vous à l'aise de poser n'importe quelle question. Il n'y a pas une question qu'il ne faut pas poser, qu'il faut penser avant de la poser. Allez-y, puis posez toutes vos questions. La façon que je vais vous présenter les choses aujourd'hui, on va parler de Gaza, de la Palestine évidemment. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? La décision de la Cour internationale de justice, l'apartheid en Israël, la couverture médiatique, et ensuite la complicité du Canada, et ensuite comment est-ce que nous pouvons agir et la suite. Alors, juste rapidement, je vous présente la situation actuellement, d'accord? On ne parle pas du génocide, on ne parle pas du 7 octobre, on parle de la situation des Palestiniennes et des Palestiniens depuis 1948. Puis je vais m'attarder à 1948. Donc, vous avez vu, nous vivons sous la colonisation, des maisons détruites, de la malnutrition, de l'appauvrissement, des fermetures en groupe, des fermetures répétées qui affectent des millions, des couvre-feux sans être annoncés, des difficultés familiales, familles et communautés qui vivent sous le siège, les corps des femmes utilisés comme armes de guerre, des terrains confisqués, des assassinats, des ségrégations et des lois discriminatoires, des points de contrôle entre les villages palestiniens, des terreurs psychologiques, des millions de Palestiniennes et de Palestiniens vivent dans la terreur, des détentions administratives. La détention administrative, ça veut dire on vous arrête, on ne vous dit pas pourquoi, on ne vous dit pas pour combien de temps, on ne donne pas la permission à votre famille de venir vous visiter ou d'obtenir de vos nouvelles, et ça peut aller de l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 90 ans. Interdiction de passage, torture. D'ailleurs, Israël est l'un des seuls pays, à ma connaissance, qui a la torture légalisée. Ça veut dire quand on vous détient, légalement, c'est permis d'utiliser la torture comme moyen envers les prisonniers. Destruction de propriété, des martyrs, l'apartheid médical, le chômage et la famine forcée aujourd'hui. Alors ça, c'est comme je disais, c'est la situation entre guillemets normale. Nous allons passer à la prochaine carte qui est la Palestine. Ce que vous voyez en vert, c'est la Palestine historique. Alors comme Evelyne l'avait mentionné, on parle du 7 octobre. Mais notre histoire à nous, les Palestiniens, n'a pas commencé le 7 octobre. Notre lutte commence bien avant. On peut revenir jusqu'à les années 1800. On peut revenir jusqu'à 1917, qui est la déclaration de Balfour, là où la Grande-Bretagne a promis un foyer national juif aux Juifs de l'Europe, mais ce foyer national sera construit en Palestine, sachant que lors de ce moment, la Palestine était sous mandat britannique. Et comme les autres pays, comme le Liban et la Syrie, la Palestine a été promise aussi son indépendance. Or, ceci n'a pas été le cas. Alors, les Français et les Anglais ont décidé de se diviser les territoires entre eux-mêmes, notamment le Liban et la Syrie et la Palestine. Puis je veux vous dire que pendant ce temps-ci, la Palestine avait un port qui était vraiment très effervescent dans le port de Haïfa. Moi, mon père était originaire de Haïfa. Alors, le port de Haïfa était un port commercial qui était très dynamique, qui amenait beaucoup de ressources pour les pays aux alentours. Et les pays aux alentours, toute cette région s'appelle le croissant fertile pour une raison.
Alors, le génocide en cours s'inscrit dans le cadre d'une série des événements désastreux pour nous, les Palestiniens. Selon l'historien Rachid Khalidi, cette déclaration en soi constituait un acte de guerre. Il parle de la déclaration de 1917, qui est la déclaration de Balfour. Et ainsi, ça marquait le début d'une guerre coloniale d'1 siècle en Palestine. Donc, je reviens encore au fait que les médias, depuis le début, ont dit le 7 octobre. Moi, je vous le dis, toutes les entrevues et les conférences que nous avons eues, la première question, est-ce qu'il faut condamner? Mais je condamne quoi? Vous voulez que je commence par où? Je suis prête à condamner, mais jusqu'à temps qu'on soit juste et qu'on fait la part des choses au niveau de qui on condamne. Ce que vous voyez rendu là, vous voyez en 1946, ensuite le plan de partition en 1947, 1949, 1967 et 2012. La réalité, cette carte ne représente pas la réalité, parce qu'en réalité, le territoire palestinien est rendu comme un fromage gruyère. Il est beaucoup plus divisé à l'intérieur. Puis tout cela se situe en principe sous les accords Oslo, dans la région sous l'autorité palestinienne. Mais comment vous voulez avoir une autorité sur un territoire sur lequel vous contrôlez aucune frontière, ni maritime, ni aérienne, ni terrestre? Autant plus à l'intérieur de ce territoire qui est divisé en 3 zones A, B et C, la plus grande zone est sous le contrôle israélien. D'accord? Même les zones qui sont sous contrôle palestinien, il y a l'armée israélienne qui peut faire des incursions à tort et à travers, ce qu'on vient de voir dans la Cisjordanie. Parce qu'aujourd'hui, on parle évidemment beaucoup de Gaza à cause de l'atrocité de ce génocide, mais il ne faut pas oublier que ceci, ça ne date pas juste d'une année. En Cisjordanie, on a vu le plus haut taux de construction des colonies illégales depuis le 7 octobre. Donc, Israël, en amont, ils ont mené une campagne génocidaire contre la population palestinienne à Gaza, mais ils ont continué de construire des colonies illégales et de gruger dans le territoire palestinien. Et encore une fois, je le répète, quand je dis territoire palestinien, le territoire de 1967, la ligne verte qu'on appelle, c'est ça qui est censé être le territoire qui appartient à l'autorité palestinienne. Je vais m'attarder à la mur de la honte qui a été construite et que la Cour internationale de justice a aussi dit que c'était illégal cette construction. Elle est construite à l'intérieur du territoire 1967. Donc, on comprend qu'Israël gruge de plus en plus du territoire palestinien. Je vais juste vous rappeler, parce que je suis en train d'utiliser beaucoup le mot génocide, puis je vais parler beaucoup d'occupation, de colonisation. L'occupation, il faut comprendre que c'est un geste violent. La colonisation est une entreprise qui est basée sur la violence, l'expropriation de la terre, le déplacement forcé du peuple, le déracinement, le changement toponomique, le pillage des ressources naturelles et l'installation des colonies de peuplement en violation du droit international. Donc, c'est une tentative d'effacer un peuple, sa culture, son histoire. Et pour nous, les Palestiniens, ça fait depuis une centaine d'années que nous sommes en train de vivre ces multiples tentatives d'effacer notre existence. Puis ça a été parce qu'il y a eu, par exemple, des campagnes d'assassinat contre les intellectuels palestiniens, comme Hassan Kanafani, d'accord? Là, vous voyez des campagnes d'assassinat contre des leaders politiques, mais il y en a eu plein d'autres campagnes d'assassinat qui ont été commises contre la population palestinienne. Je vais aussi vous parler, évidemment, de la Nakba, parce qu'on ne peut pas parler de la Palestine sans parler de la Nakba. Alors, la Nakba en arabe, ça veut dire la grande catastrophe. En 1948, la population palestinienne a décrété que ça va s'inscrire sous la Nakba. Pourquoi? Parce que c'était la création de l'État d'Israël sur le territoire palestinien. Alors, moi, mon père, il vient de Haïfa. Donc, du jour au lendemain, toute la famille de mon père qui habitait Haïfa se sont retrouvés sans domicile, sans terre, sans commerce, sans rien, complètement dépourvus dans la rue. Puis ils étaient obligés de faire comme 780 000 autres Palestiniennes et Palestiniens ont dû faire. Ils ont pris la route qu'on appelle la route de la douleur, puis ils ont essayé de fuir dans les pays aux alentours. Dans le cas de ma famille, ils ont fui en Liban. Puis quand on dit fuir, il faut faire la part des choses. C'est un déplacement forcé. Alors, parce que c'était ça, les groupes terroristes, zionistes, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils passaient d'un village à l'autre pour semer la terreur. Et comment est-ce qu'ils semaient la terreur? Ben,
Ils utilisaient évidemment des moyens très sauvages, très barbariques, mais aussi laissaient des survivants dans chaque village pour faire part des horreurs que ces villageois ont subies, pour ensuite passer le message. Puis encore une autre affaire qui revient au cœur de ce qui s'est passé, c'était l'usage du corps de la femme comme arme de la guerre. Et ça, c'est une arme qui est quand même assez efficace. Puis c'est comme ça que 780 000 Palestiniens et Palestiniennes se sont trouvés forcés en exil pour essayer de trouver un autre lieu pour rester qui était sécuritaire. Ma famille s'est retrouvée au Liban, comme une bonne partie. Mais vous allez voir, là où on s'est retrouvés, on a recréé les lieux de la Palestine, comme par exemple nous de Haïfa. Il y en a beaucoup qui sont retrouvés dans les camps de réfugiés, Burj el-Barajne au Liban. Puis je vais tantôt faire le lien parce qu'on voit ce qui se passe au Liban aujourd'hui, tous les bombardements, puis on a vu qu'il y a eu une invasion aussi militaire. Alors, quand on parle du trauma intergénérationnel, ben, nous sommes en train de le vivre maintenant. Toutes les communautés palestiniennes puis libanaises en diaspora et ceux qui sont toujours en Palestine et au Liban, ben, nous sommes en train de le revivre. Parce que ce sont des traumas qu'on a déjà vécus, des atrocités qu'on a déjà vécues. Puis la terreur que nous vivons aujourd'hui, c'est parce qu'on sait de quoi ils sont capables de faire. On n'oubliera jamais, par exemple, 1982, les massacres de Sabra el-Shatila, 2 camps de réfugiés palestiniens en plein cœur de Beyrouth, qui ont été assiégés par les forces israéliennes. Puis toute la population de ces 2 camps, plus que 3000 personnes, ont été massacrées, mais d'une cruauté qu'on ne peut pas même décrire. Alors tout cela, quand on parle des événements qui se déroulent aujourd'hui, ben, ça revient, cette terreur revient. Il y a même des personnes au Liban maintenant, des Palestiniens avec qui je parlais, qui me disaient on préfère la mort avant qu'il envahisse à nouveau le Liban, puis qu'on sera obligé de revivre le même sort de 1982, qu'est-ce qu'on a vécu avec les massacres de Sabra et Shatila. Alors pour nous, cette Nakba qui est en continu, nous n'avons pas eu des moments de répit. Alors c'est d'une génération à l'autre. Puis quand on parle de ce génocide, oui, c'était un choc pour tout le monde, mais pour nous, ce n'était pas un choc. Parce que pour nous, c'était les politiques qu'Israël pratiquait tous les jours envers la population palestinienne, en Cisjordanie et à Gaza. Mais aussi, on va parler de la population palestinienne qui vit à l'intérieur d'Israël même et le fait qu'ils sont traités comme des citoyens de seconde classe. Alors, pour pouvoir continuer puis avoir un dialogue qui aboutira à des résultats, il faut vraiment avoir un changement au niveau de notre approche. Il faut décoloniser la façon que nous traitons de ce sujet. Ça veut dire aborder le sujet d'une façon en changeant pratiquement tout ce qu'on connaît sur ce sujet, en démystifiant, en décortiquant tout ce qu'on connaît, puis revoir la réalité des Palestiniennes et des Palestiniens. L'histoire de la Palestine, comme je vous le disais, c'est une histoire qui est très riche. Au moins 24 différents pouvoirs ont déjà passé à travers cette terre pendant les dernières 4000 ans et plus. Alors, c'est une histoire vraiment longue et complexe. Comme vous voyez, on peut remonter jusqu'à des siècles et des siècles et des siècles en avant. Alors, tout cela, c'est pour dire que parfois, on a cet argument historique. Mais ce qu'on parlait tantôt au niveau de l'histoire, comme je vous disais, on pouvait revenir jusqu'à 1917, mais on peut revenir aussi jusqu'à 1896. 1896, c'était la fondation de Theodor Herzl, c'était le premier congrès zioniste, et là, on a établi la nécessité de créer un État juif. Et ici, il faut aussi faire la part des choses. Quand je parle de juifs, je parle des juifs de l'Europe, mais je parle de l'entité zioniste, parce qu'en Palestine, on avait les 3 religions qui coexistaient. D'ailleurs, un des livres qui est ici par Oussama al-Makdisi, ça parle de l'âge de coexistence entre les Palestiniens de religion juive, musulmane et chrétienne. Ça veut dire que ce n'est pas une notion étrangère d'avoir des Juifs en Palestine. Ça, il faut tout de suite le dire et le démystifier. Puis, quand on est en train aussi de parler de la Palestine, il y a cette peur qu'on parle qu'on est des antisémites. Non. Alors, nous, on l'affirme, je le dis haut et fort, que ça soit à mon nom personnel, au niveau du mouvement boycott des investissements et sanctions, ils le disent aussi et haut et fort, nous sommes un mouvement pacifique et qui
qui est absolument contre toute campagne de haine, incluant contre l'islamophobie et l'antisémitisme. Fait que ça, il faut vraiment le noter. Ici, je vous ai parlé tantôt des 3 zones A, B et C. Comme vous voyez, la zone C, c'est celle qui est en partant sous les accords Oslo, qui était sous le contrôle israélien. Donc, la zone qui a le plus large territoire, même avec un accord de paix, et j'utilise le mot d'une façon avec entre guillemets, c'est encore contrôlé sous Israël. Alors ça aussi, il faut le retenir parce que, par exemple, dans l'accord Oslo, on n'a même pas discuté de la situation de l'eau. Aujourd'hui, les Palestiniens, ils souffrent de la pénurie d'eau en Cisjordanie, et je vais vous en parler à Gaza tantôt. Alors ça, c'est très important. Comment est-ce qu'on veut discuter d'un accord de paix sans prendre en considération, par exemple, l'accès à l'eau, l'accès à quelque chose, à une ressource qui est essentielle, sans prendre en considération le droit de retour des réfugiés palestiniens, qui est garanti par la loi internationale, sans prendre en considération la situation de Jérusalem, la capitale de la Palestine. Alors, tout cela n'était pas pris en considération lors des accords d'Oslo de paix. Alors, je vais vous parler un peu de Gaza, ce qui se passe à Gaza. Il faut savoir que la bande de Gaza est peuplée majoritairement des réfugiés. Donc, la majorité des personnes que vous trouvez à Gaza, ils sont première, deuxième et troisième génération des réfugiés. C'est à peu près 360 km². Et une des affaires que les Israéliens ont fait, vous savez, ça fait 17 ans que Gaza est sous blocus. Et quand je dis blocus, ça veut dire il n'y a rien qui rentre et qui sort, incluant les traitements de chimiothérapie pour les cancers. Ils ne peuvent pas rentrer à Gaza pour des raisons de sécurité nationale. Alors, l'implantation d'un mur de séparation en béton, c'était un projet qui était dit technologiquement avancé et innovant, qui isole Gaza du territoire palestinien. Et ça, je vous le dis, c'est ce que le gouvernement israélien a utilisé pour promouvoir ce projet au sein de sa population. Selon les Times of Israel, cette construction inclut un mur souterrain équipé de capteurs, une clôture hors sol de 6 mètres de hauteur et une barrière maritime qui détecte les incursions navales. Aujourd'hui, le port de Gaza, il végète, on ne peut plus les utiliser. Les pêcheurs palestiniens n'ont plus le droit d'aller pêcher dans l'eau. Il y a d'ailleurs une limite qui a été imposée par Israël. À cause des restrictions, Israël accorde des permis de travail aux Palestiniens qui transitent sur le point de passage d'Eretz. Cependant, avoir un permis de travail ne garantit pas le fait que vous allez pouvoir quitter Gaza pour aller travailler en Israël. Alors, Israël contrôle d'une façon unilatérale la frontière avec Gaza. Maintenant, anatomie d'un génocide. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de lire le rapport de Francesca Albanese, la rapporteure spéciale des Nations Unies sur les droits des Palestiniens en territoire occupé. Mais son rapport conclut qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le seuil indiquant que des actes de génocide ont été commis contre les Palestiniens à Gaza a été atteint. Elle reprend ce que la Cour internationale de justice a dit. Donc, ce que cela signifie, meurtre de membres du groupe, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Puis là, je sais que plein parmi vous, on va commencer la discussion pour dire génocide ou pas, c'est plausible. Comment est-ce qu'on va aborder cette question? Puis moi, je vous avoue que ça fait à peu près 1 an, on a un peu vidé les mots de leurs termes. C'est pour cela qu'au début, je voulais absolument vous dire qu'est-ce que ça implique, une occupation et une colonisation, que c'est violent. Ben, c'est la même chose d'un génocide. Vous pouvez être en accord ou en désaccord d'utiliser le terme génocide, mais moi, je vous dis, regardez avec vos yeux ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. On a une population palestinienne complètement assiégée. Cela fait depuis 17 ans. La majorité des hôpitaux ont été détruits. Je vais vous donner tantôt les chiffres parce que ça va nous mettre en contexte. Vous êtes en train de voir pour la première fois un génocide qui est diffusé en direct par les victimes eux-mêmes. Ce n'est pas la première fois comme humanité qu'on vit des génocides, malheureusement. On vient de commémorer 30 ans de génocide de Rwanda. Et c'est affreux, c'est atroce. Mais cette fois-ci, ce sont les victimes en direct. On vient de parler de Bissane qui a gagné un prix, la journaliste palestinienne. Elle, c'est une jeune Palestinienne. Ce n'était pas ça son plan de vie, de couvrir un génocide en direct.
mais elle était obligée de le faire parce qu'il fallait que la voix des victimes, des Palestiniens puis des Palestiniens soit entendue. Parce que ce qui se passe, c'est que les médias présentent un point de vue. Puis chaque fois qu'on voulait parler de ce qui se passe en Palestine, des atrocités, de l'aide humanitaire, d'une solution politique à ce qui se passe en Palestine, oui, mais le 7 octobre, oui, mais est-ce que vous condamnez? Alors, il faut voir avec vos propres yeux, aller chercher de l'information pour savoir ce qui se passe en Palestine. Alors, pour Gaza, parce que je tiens, puis je vous avoue que récemment, je ne pouvais plus mettre à jour les chiffres. Personnellement, c'était trop. Je ne pouvais plus tout le temps aller pour vous sortir les chiffres, combien de martyrs, combien de blessés, combien d'unités des soins ont été bombardées, et ainsi de suite. Mais je trouve que c'est essentiel, parce que ça nous fait une mise en contexte de la réalité. Alors là, en date d'aujourd'hui, les derniers chiffres, on parle autour de 42 000 martyrs, plus que 80 000 blessés, plus que de 8 000 disparus. Et quand je vous dis disparus, pardon, il faut que j'insiste ici, c'est qu'il y a des gens qui sont encore sous les décombres. On n'a pas réussi à les sortir. Récemment, avec les frappes aériennes israéliennes sur le Liban, on a tout de suite appelé pour obtenir des nouvelles de ma famille. Puis effectivement, on a 2 personnes qui manquaient à l'appel. Et je peux vous vivre que l'horreur qu'une famille vit quand on ne sait pas s'ils vont sortir vivants ou s'ils vont périr sous les décombres. Fait que dire sous les décombres en soi, c'est un terme horrifiant. C'est une situation que la famille vit. On préfère à la limite savoir que la personne est morte que de ne pas connaître c'est quoi leur sort sous les décombres. 10 000 prisonniers et prisonnières politiques, 1,9 million forcément déplacés, soit 85% de la population de Gaza. Selon la Banque mondiale, 60% des habitations et 80% de l'infrastructure est complètement détruite. L'UNOSAT, qui est le bureau satellite des Nations unies, indiquait que 65% du réseau routier était complètement endommagé. Donc, une infrastructure complètement décimée. Il n'y a plus d'eau potable à Gaza. Pour être plus précise, le chiffre se situe autour de 96%. Récemment, on a parlé avec Ziad Meddour. Ziad Meddour est un professeur à Gaza. Il est un francophile. Avant, il faisait beaucoup des activités avec l'Université de Montréal, des activités de recherche. On invitait ses étudiants à travers des Zooms et des Teams pour avoir des conversations en français, pour parler de ce qui se passe en Palestine, pour parler de leur champ d'études. Bref, c'était des activités éducatives. Évidemment, il a tout perdu avec ce qui s'est passé à Gaza, mais il reste toujours à Gaza. Alors, on parlait de ce qui se passe. Alors, pour une mère, par exemple, parce qu'il y en a quand même beaucoup des mamans qui ont accouché, malheureusement, cette dernière année. Il y en a eu qui ont aussi eu des césariennes sans anesthésie. Il y a aussi des amputations au niveau des enfants. On dit que par moyenne, il y a 10 amputations pour les enfants par journée. Alors, mais je reviens au moment, pour les mamans qui n'ont pas pu allaiter leurs enfants pour des raisons évidentes, ils n'ont pas obtenu de lait quand elles ont accouché. Ben là, le premier défi, c'est de trouver de la formule pour donner à manger à leur enfant. Le deuxième défi, c'est l'eau. Parce que si tu mélanges cette formule avec de l'eau qui est contaminée, c'est une condamnation à mort pour ton enfant. Mais alors, c'est quoi ton choix? Tu t'essayes, tu le donnes ou tu ne lui donnes pas? Fait que ça, c'est une décision quotidienne que les mamans à Gaza devront vivre avec. Ensuite, nous avons à peu près plus que 400 écoles qui sont détruites. 23 sur 36 hôpitaux ne sont plus fonctionnels. 130 journalistes tués. 88 travailleurs et travailleuses des ONG tués. 175 travailleurs et travailleuses de la santé. Ça, c'est à Gaza. Là, je vous parle de la Cisjordanie. Mais juste pour vous dire qu'est-ce que l'ONU, on dit de la Cisjordanie, l'ONU juge inconcevable
le nombre de Palestiniens tués en Cisjordanie. Alors, c'est autour de 1000 martyrs en Cisjordanie, presque 3400 blessés, des villages brûlés, des attaques violentes des colons quotidiennement. Et comme je l'ai mentionné, le taux le plus élevé des colonies construites d'une façon illégale. Quand je vous parle des attaques des colons, ce sont des colons armés jusqu'aux dents et ils sont protégés par l'armée israélienne. Alors, à la limite, quand on parle de l'armée, on peut se dire que peut-être on va trouver un sens de structure. Une armée fonctionne en suivant, je ne sais pas, les directives de son commandant. Fait que déjà, c'est une armée agressive en Israël. Mais quand je vous parle des colons, ils sont sous aucune structure. Ils fonctionnent à leur gré et ils sont armés jusqu'aux dents. Alors, selon Oxfam, en terminant, en moyenne, 250 Palestiniens sont tués chaque jour. Alors, je vous ai parlé de la Cour internationale de justice, parce que ça serait très important de savoir. Francesca Albanese, récemment, elle a fait une sortie médiatique pour dire « Ce n'est pas les moyens d'enforcer les lois qui existent déjà, qui nous manquent. Elles existent déjà, mais c'est juste qu'il n'y a pas la volonté des pays de l'Occident et des chefs des gouvernements partout de les appliquer, de les mettre en place. » Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est grave. Les chiffres que je viens de vous donner, elles sont très graves, puis très pessimistes. Puis je sais que ça peint une image où on ne peut pas en sortir, mais c'est la réalité. Et il faut en parler, parce que si on n'en parle pas, si on ne reconnaît pas en partant la date de 1948, si on ne reconnaît pas la Nakba, on va discuter sur quelle base? À la fin de notre conversation, vous allez me poser vos questions sur quelle base? Sur la base qu'Israël a le droit de se défendre? Ben, ça va être complètement insensé parce qu'on ne parle pas de cette base. Vous n'avez toujours pas reconnu le fait qu'en 1948, il y a eu un nettoyage ethnique de la population palestinienne vivant sur le territoire de la Palestine historique. Ça, c'est un fait. Et d'ailleurs, dans la liste des livres que j'ai ici à la fin, il y a le livre qui s'intitule « Nettoyage ethnique », rédigé par Ilan Pappé. Ilan Pappé, c'est un historien israélien juif qui a rédigé ce livre. Parce qu'à un moment donné, il faut reconnaître les choses si on est vraiment authentique et sincère en se disant « on veut une paix juste et durable », ben, il faut reconnaître sur quelle base nous allons négocier cette paix juste et durable. Concernant les génocides, la Cour aussi a rendu son avis sur l'illégalité de l'occupation israélienne du territoire palestinien et de l'implantation de colonies de peuplement. Il constitue un démenti cinglant aux affirmations d'Israël et, évidemment, aura un impact profond pour les années à venir. Alors, qu'est-ce que la Cour a dit? Elle a déclaré illégale l'occupation à long terme du territoire palestinien par Israël, qui équivaut à une annexion de facto. La Cour a appelé Israël à quitter rapidement les territoires occupés et a jugé que les Palestiniens avaient droit à des réparations pour les préjudices subis pendant 147 ans d'une occupation systématiquement discriminatoire à leur égard. Alors, quand je vous dis qu'il y a des décisions au niveau de la loi internationale qui sont sorties au niveau des Palestiniens concernant les droits des Palestiniens et des Palestiniens, ce n'est pas cela qui nous manque, c'est l'application de ces décisions. Chaque année, les Nations unies réaffirment le droit des Palestiniennes et des Palestiniens de retourner à leur pays. Une fois, on m'a posé la question dans une rencontre comme celle-là, mais pourquoi vous ne retournez pas? Vous dites que votre droit est garanti. Je dis parce qu'Israël ne me permet pas de retourner. Moi, la première fois que j'ai eu droit de retourner en Palestine, à mon pays, c'était quand j'ai obtenu le passeport canadien. Puis il fallait que je leur dise, ne mettez pas une étampe sur le passeport canadien, s'il vous plaît. D'accord? Parce que si ensuite j'ai besoin de rentrer voir ma famille en Jordanie ou au Liban, j'ai besoin d'utiliser ce même passeport. Mais ce n'est que parce que j'avais un passeport qui n'était pas arabe que j'ai pu retourner.
Et même à ça, je n'ai pas obtenu le droit de partir à Gaza. Et avec un nom comme le mien, évidemment, les points de barrage, je vais vous en parler tantôt, c'est une façon d'humilier un maximum chaque personne qui passe à travers ces points de barrage. Pour la Cour internationale de justice, c'était quand même important de rendre cet avis parce que c'était une réalité que les Palestiniens vivaient et qu'on dénonçait. Mais là, ça a été rendu. Une autre affaire qui a été demandée et ordonnée, et je trouve ça très intéressant de les lire maintenant. Vous les avez devant vous. Les 6 mesures conservatoires. Israël doit s'abstenir de commettre des actes entrant dans le champ d'application de la Convention sur le génocide, prévenir l'incitation directe et publique à commettre le génocide. Je pense que vous avez entendu les sorties médiatiques multipliées par les hauts placés israéliens qui traitaient les Palestiniens comme des animaux, qui disaient « on va tous les anéantir, il ne restera personne d'entre eux ». Prendre des mesures immédiates et efficaces pour permettre la fourniture de l'aide humanitaire à la population civile de Gaza. Jusqu'à aujourd'hui, l'aide alimentaire rentre vraiment à compte-gouttes. Conserver les preuves liées à l'accusation de génocide. Pourquoi je ris? Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a plein des chercheurs et des recherchistes, des historiens qui essaient d'accéder à l'archive israélien de 1948. Puis ce qu'Israël fait, chaque année, il ferme l'archive pour 99 années. Puis là, il faut attendre pour ouvrir cette archive. Présenter un rapport à la Cour d'ici un mois sur toutes les mesures prises conformément à cette ordonnance. Alors ça, c'est une décision qui a été prise au niveau de la Cour internationale de justice. Alors, ça vous dit à peu près, nous, notre confiance en tant que Palestiniennes et Palestiniens, ça se situe où? Mais là où il faut qu'on ait tous et toutes peur, c'est que si la Cour internationale n'arrive pas à arrêter avec des décisions comme celle-là un pays, si jamais ce pays décide de s'attarder ou s'attaquer à une autre cible que les Palestiniens ou les Libanais, si la Cour internationale ne peut pas l'arrêter, si les pays de l'Occident ne peuvent pas l'arrêter, qui pourra l'arrêter? Vous avez vu ce qui s'est passé au Liban, par exemple, au niveau des pagettes. Et tout le monde était sorti pour dire comment Israël a une approche méthodique, comment ils sont tellement avancés au niveau technologique, ils ont pu atteindre leur cible. Mais autour de leur cible, il y a toute une population civile qui a été touchée. Il y a plein des chroniqueurs qui sont sortis qui ont dit « Mais attendez, si Israël peut faire ceci au Liban, comment est-ce qu'on peut savoir que nous, on n'est pas le prochain, que nous, on n'est pas en danger, s'ils sont capables d'utiliser ce genre de technologie avancée? » Alors, au-delà juste de la frontière du Liban et de la Palestine et tout ce qui se passe à ces populations, il faut commencer à penser au niveau international. Qu'est-ce que cela veut dire si nous sommes arrivés comme humanité d'utiliser ces moyens? Alors, l'apartheid israélien, ici aussi, je voulais absolument vous mettre la définition, parce qu'aujourd'hui, il y a un consensus à l'international, puis je vais vous nommer tous les organismes, notamment B'Tselem, l'ONU, Amnesty International, Oxfam, on parle tous de l'apartheid israélien. Alors, selon la Convention sur l'apartheid de 1973 et dans le statut de Rome de la Cour pénale, on parle l'intention de maintenir la domination d'un groupe racial sur un autre, l'oppression systématique d'un groupe racial sur un autre, un ou plusieurs actes inhumains dans le cadre de cette oppression. Et toutes ces organisations dont je viens de nommer, incluant, je pense, j'ai pas mentionné B'Tselem, Ad-Damir, ils ont publié des données qui dénoncent l'apartheid qu'exerce Israël sur la population palestinienne. Michael Link, qui est canadien, un avocat de profession, il a sorti toute une publication sur comment Israël applique le régime d'apartheid au sein des territoires palestiniens occupés. Donc aujourd'hui, il n'y a plus aucune contestation au niveau international qu'Israël, en effet, exerce un régime apartheid au sein des territoires occupés en Palestine.
Alors, je vous ai parlé tantôt au niveau de l'accès médical. Alors, Israël refuse le traitement de cancer. Il y a ce livre ici que je vais vous en parler plus tard. C'est une organisation qui s'appelle Visualizing Palestine. Ils ont créé plein des effets comme ça, des diapos comme ça. Toute leur recherche est basée sur des recherches sur des ressources primaires. Ça veut dire soit des Nations Unies, soit des Médecins sans frontières, des ressources vraiment, des références premières. C'est très important parce que le récit palestinien est toujours mis en question. Alors, quand je vais vous parler du traitement médiatique, on est rendu à une guerre de récits. Alors, pour très longtemps, on peinait de trouver des livres qui étaient rédigés par des historiens palestiniens, d'accord, pour présenter notre version de l'histoire de la Palestine. Aujourd'hui, on en trouve beaucoup, mais ce n'est pas juste la faute de hasard qu'on n'en trouvait pas. C'est parce qu'il y avait une campagne, effectivement, pour détruire soit les intellectuels, les artistes et ainsi de suite palestiniens. Il faut savoir que nous, ça fait une centaine d'années que nous faisons face à tout ce génocide, cette atrocité, la colonisation. Alors, il fallait s'organiser. Et aujourd'hui, on fait face à une génération qui s'est vraiment organisée. Puis, on a des panoplies, des livres sur l'histoire des Palestiniens écrits pour représenter le récit palestinien. Alors, ceci n'est qu'un exemple de genre d'apartheid. Puis aujourd'hui, on parle aussi d'apartheid médical, qui est un nouveau terme qui circule pour représenter les politiques israéliennes envers les Palestiniens et Palestiniennes. Je peux vous le dire que, par exemple, pour le cancer de sein, par exemple, c'est le cancer qui est le plus répandu parmi les différents types de cancers. Israël a rejeté 62% des demandes des Palestiniennes de se faire soigner à l'étranger. Ça veut dire, pour sortir de Gaza, si jamais tu as les moyens financiers, OK? Tu dépasses ce premier obstacle, les moyens financiers. Le deuxième obstacle, tu vas obtenir un permis de sortir de Gaza. Tu le dépasses. Ben, même si tu as le permis, ça ne veut pas dire qu'Israël va te permettre de sortir. Mais là, on n'est même pas là. Là, on dit qu'ils ont refusé 62% des demandes pour même sortir, pour obtenir des traitements. Une autre situation, c'est qu'une bonne partie des personnes qui ont besoin des soins sont soit des mineurs, soit des personnes âgées. Alors, ce qu'Israël, elle fait, elle donne, par exemple, un permis juste pour la personne mineure. Mais comment les parents vont permettre à leur enfant de sortir toute seule pour obtenir des soins médicaux? C'est comme impensable. Alors, même dans des situations comme ça, il y a des parents palestiniens qui ont décidé de le faire et de faire sortir leur enfant pour obtenir des soins, mais des soins vraiment dont il avait besoin. C'était une question de vie ou de mort. Alors, comme je vous disais, c'est une situation vraiment très critique que vivent les femmes palestiniennes à Gaza pour le moment. Alors, ici, je voulais vous parler d'une autre réalité aussi. Alors, sur les territoires palestiniens, 61% des territoires palestiniens sont carrément interdits aux Palestiniens. Alors, je vous parle au sein des territoires palestiniens occupés, 61% de ces territoires est interdit aux Palestiniens. Alors, à l'intérieur des territoires 48, donc Israël présente, il y a 6,8 millions de Palestiniennes et de Palestiniens qui sont interdits à accès à des centaines de villes et de villages. Alors, si vous vous promenez en Palestine et en Israël, plutôt en Israël, vous allez trouver autoroutes réservées pour Israéliens seulement, d'accord, ou bien des villes qui sont réservées pour des Israéliens seulement. Leur présence est concentrée sur 3% de la terre. De plus, jusqu'à aujourd'hui, Israël ne reconnaît pas des centaines de villages. Alors, j'ai pu visiter ces villages qui ne sont pas reconnus par Israël. C'est des villages qui ont zéro infrastructure, pas d'électricité, pas d'eau, aucun investissement dans les écoles, aucun investissement dans la construction des maisons. Puis chaque fois qu'ils essaient de construire, Israël envoie ses chars puis ses tanks pour détruire leur construction. Et je vous dis, une autre affaire, c'est qu'Israël leur refile la facture. Fait que si jamais vous avez travaillé toute votre vie pour construire une maison, on vient pour démolir votre maison, puis on refile la facture pour la démolition de votre maison. Dans les territoires palestiniens occupés, Israël garantit la résidence aux personnes juives, mais la résidence des Palestiniens est toujours conditionnelle et peut être révoquée. Est-ce que vous connaissez Ivanka Trump?
Je pense que oui. On peut dire que oui. OK. Ivanka Trump est américaine. Elle s'est mariée à un juif et elle a converti au judaïsme. Aujourd'hui, Ivanka Trump peut obtenir la citoyenneté israélienne, peut retourner et vivre en Palestine et jouir de tous les droits d'une citoyenne israélienne, contrairement, par exemple, à ma tante qui vit comme réfugiée palestinienne au Liban, qui ne bénéficie aucun des droits des citoyennes libanais, qui n'a pas le droit à la propriété, qui n'a pas le droit d'exercer au-delà de 16 métiers, et qui est née en Palestine, à Haïfa, mais qui ne peut pas retourner même pour visiter ses frères et sœurs qui sont restés en Palestine. Je vous ai donné l'exemple d'Ivanka Trump parce que je pense qu'ils ont assez, mais là, de plus, obtenir la citoyenneté, ça, c'était une coche de plus. Alors, les détenteurs de la carte d'identité de la Cisjordanie sont interdits de construire et interdits d'accéder dans les colonies israéliennes. Et je vous le dis, quand vous entrez en Palestine, c'est quand même très frappant. Toutes les colonies sont construites sur les collines et sur les montagnes, puis elles sont protégées comme c'est pas possible. On pense comme si on était dans un film, je sais pas, la science-fiction, là. Mais ils ont des piscines, ils ont accès à l'eau, ils ont des pataugeoires. C'est vraiment très, très, très bien fait, c'est très joli. Mais c'est seulement les citoyens israéliens qui ont accès à ces colonies. Et comme je vous ai mentionné, les autorités israéliennes. Quant aux détenteurs de la carte d'identité de Gaza, encore une fois, sous blocus depuis 2007, de toute façon, ils sont interdits de sortir. Donc, si jamais on vous accorde un permis de sortir, ça serait pour travailler, mais on ne vous accorde pas des permis pour sortir, pour aller autre part en Palestine ou en Israël. Je voulais vous parler aussi des lois discriminatoires en Israël qui sont légiférées. Donc, il y en a plusieurs, je vous en ai choisi 2. La loi sur l'État-nation juif, elle dispose que le droit à l'autodétermination en Israël et dans les territoires palestiniens occupés est propre au peuple juif et encourage la ségrégation raciale et la discrimination à l'encontre des Palestiniens en matière de logement, en demandant à l'État de promouvoir le développement de l'implantation juive en tant que valeur nationale. Ça, c'est une loi légiférée. Ce n'est pas mes mots, ce n'est pas mon texte. Ça, c'est une loi légiférée, le texte de cette loi. La loi du retour, elle donne aux Juifs du monde entier le droit d'immigrer en Israël et dans les territoires palestiniens occupés et de recevoir automatiquement la citoyenneté israélienne. Dans le même temps, Israël refuse aux Palestiniens qui ont été forcément expulsés pendant et après la création d'Israël le droit de retourner dans leur patrie parce qu'ils ne sont pas juifs et traite les citoyens palestiniens de l'État, qui représentent plus de 20% de la population israélienne, comme des citoyens de seconde classe. Alors tout cela est une panoplie, il y a plus que 60 lois qui ont été passées par Israël qui sont connues pour être des lois discriminatoires. Et quand je dis qu'ils sont connus, c'est au niveau international qu'ils sont reconnus comme être des lois discriminatoires. Dans un pays soi-disant postcolonial, Israël est aujourd'hui le seul pays au XXIe siècle qui essaie d'étendre son propre projet colonialiste de peuplement avec des projets d'expansion. Ce projet expansionniste est réalisé par la construction des colonies illégales. Je reviens souvent sur les colonies illégales parce qu'ils constituent un des moyens les plus efficaces qu'Israël dispose pour gruger encore du territoire palestinien. Parce qu'un jour, on va se lever puis on va dire « Oui, mais on parle de quel territoire palestinien ?» Au début, quand on parlait de la frontière 67, il faut se rappeler que les Palestiniens, puis ça c'est Edward Said, le grand auteur et intellectuel palestinien, d'ailleurs aussi je vais nommer un de ses livres ici, qui l'a dit, il faut toujours se souvenir que ce que les Palestiniens, en réalité, ce qu'on réclame, c'est que 22% de notre territoire de la Palestine historique. Si on veut aller avec la notion de parler, des pourparlers de paix, puis on veut une paix juste et équitable, on veut des frontières qui sont tout le temps reliées, ce qui n'est plus la réalité, c'est impossible aujourd'hui. Alors Israël, en même temps qu'ils sont en train de commettre un génocide, d'envahir le Liban, ils continuent de griger le territoire palestinien parce que ça fait partie de leur plan expansionniste. Ce n'est pas quelque chose qui n'est pas planifié, ça fait partie du plan. Selon le Comité de l'ONU sur l'élimination de la discrimination raciale, le fait de considérer que les colonies juives revêtent une importance nationale
comme cela est affirmé dans la loi fondamentale que je viens de vous citer, alors qu'elles sont interdites par le droit international, constituent une violation par Israël de ses obligations au titre du droit international. D'ailleurs, je vous le dis, je ne sais pas parmi vous s'il y en a ici qui sont syndiqués, cette position s'inscrit dans l'appui historique même de la CSN envers la cause palestinienne concernant les colonies illégales. Alors, on ne peut plus aujourd'hui prétendre être antiraciste et en même temps soutenir un État qui a imposé au-delà de 60 lois qui discriminent contre les Palestiniens et les Palestiniennes. Alors ici, comme je vous disais, Israël exerce le contrôle sur tous les plans au niveau maritime, terrestre et aérien. Quand je vous ai parlé de la ligne verte, c'est très important de savoir qu'elle se situe à ce niveau. Alors comme vous le voyez, tous ces points rouges que vous voyez, ça ne représente pas la réalité aujourd'hui. On n'a pas pu le mettre à jour, mais il y a de plus en plus de construction de colonies illégales. Alors, les points de barrage. Quand on visite la Palestine et on se rend dans les territoires occupés palestiniens, on est obligé. D'ailleurs, il y a une des plus grandes délégations qui s'est rendue, des députés, de nos élus qui sont rendus en Palestine. Je ne me souviens plus, je pense que c'était en 2020 ou je ne me souviens plus quelle année. Non, en 2020, on était en plein COVID, je pense. Donc, ça ne doit pas être cette année. Bref, puis ils ont traversé ces points de passage. Moi, la première fois que je les ai traversés, j'avais mon fils. Dans le temps, mon fils, je pense, avait 5 ans. Puis moi, j'ai grandi pendant la guerre civile au Liban. Donc, j'ai vu l'armée, j'ai vu les armes. C'était vraiment féroce, là. Mais ce que j'ai vu là-bas, c'est quelque chose que j'ai jamais vu dans ma vie. Et en plus, c'est des jeunes qui sont sur les points de barrage. Fait que vous avez beaucoup des hormones qui sont là. Vous avez des jeunes qui sont armés jusqu'aux dents. Et en plus, ils ont des indications que les Palestiniens... Chaque Palestinienne et Palestinien qui essaye de traverser, ben, il faut les humilier un maximum pour qu'ils n'essayent pas de répéter l'action de traverser les points de barrage pour les isoler encore de plus en plus. Alors, pour traverser, ils ne parlent qu'en hébreu. Donc, si vous parlez le français, l'anglais, l'arabe, peu importe, ils ne vous parlent, ils ne vous répondent qu'en hébreu. Même si vous avez, comme je vous ai dit, un laissez-passer, par exemple, si vous êtes un étudiant qui habite à Ramallah et qui veut se rendre à Birzeit, même si vous avez un laissez-passer, vous avez le droit de passage, ils peuvent vous interdire le passage. Alors, les étudiants, ils le savent, s'ils ne peuvent pas se rendre à un examen, cet examen ne sera pas annulé parce que c'est la réalité quotidienne. Alors, il va falloir qu'ils se débrouillent autrement. D'accord? Et pour traverser avec un enfant, une personne aînée, une personne à mobilité réduite, ben là, c'est l'enfer total. Parce que le danger est imminent, la façon dont on vous parle, et vous pouvez attendre. Vous pouvez attendre, même si vous avez la permission, là, vous avez ce fameux permis, vous devrez attendre. Moi, j'avais un passeport canadien, j'ai attendu. On nous a demandé d'attendre dans la voiture. On a attendu une couple d'heures dans la voiture. Mais il y avait plein de personnes, des centaines de personnes qui étaient à pied parce qu'ils voulaient traverser, par exemple, à Ramallah pour ensuite se rendre à la station d'autobus qui est à Jérusalem pour ensuite se rendre ailleurs. Fait que la seule façon que je peux décrire le système des points de barrage, ils sont mis en place pour un degré maximum d'humiliation de la population palestinienne et pour vraiment semer la terreur au sein des jeunes Palestiniens qui essayent de traverser. Parce que n'oubliez pas, la majorité de la population palestinienne, ce sont des jeunes. Puis ce sont ces mêmes jeunes qui ont vu leurs parents, par exemple. Il y a une tactique de l'armée israélienne quand ils viennent pour faire... envahissent les maisons, par exemple, pendant la nuit. Ben, ils sortent tous les hommes devant les yeux de tous les voisins et les voisines. Ils sont complètement dénudés par terre. Puis les enfants sont en train de voir ça, puis ils sont mis à genoux. Ça, c'est, je parle des pères. Puis c'est une façon non seulement de les humilier, mais de faire exemple d'eux autres devant tout le monde. Fait que tout ça, tous ces traumas, ils ont été vraiment pris à cœur par les jeunes Palestiniens. Fait qu'essayez, imaginez, vous avez tout ça en tête, puis vous essayez de traverser tes points de barrage pour se rendre quand même à l'université, pour se rendre quand même à votre emploi. Alors, on arrive au traitement médiatique. Alors, ce qu'on voit, comme je vous ai dit, les mots comptent énormément dans le traitement médiatique. Ce qu'on voit dans les médias, c'est les Israéliens sont tués versus les Palestiniens, ils meurent. Les territoires occupés, par exemple, on parle de territoires disputés. Or, ils ne sont pas disputés, ils sont occupés.
Barrière de sécurité, c'est le mur d'apartheid. Retour au calme, retour à la paix, ce qui ne signifie absolument rien pour les Palestiniens parce qu'il n'y a jamais un répit. Alors, il y a eu un éclipse médiatique quand on parlait du génocide. On refusait d'utiliser même le génocide. Et il faut déconstruire les mythes qu'on voit aujourd'hui et il faut réclamer le récit. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, nous sommes aussi dans une guerre de récits. Alors, selon une étude canadienne du The Intercept, ils ont rassemblé plus que 1000 articles du New York Times, du Washington Post et du Los Angeles Times et ils ont recensé l'usage de certains termes clés et le contexte dans lequel ils ont été utilisés. Okay? Les décomptes révèlent un déséquilibre flagrant dans la façon dont les Israéliens et les personnalités pro-israéliennes sont traités par rapport aux Palestiniens et aux voix pro-palestiniens, avec des usages qui favorisent les récits israéliens par rapport aux récits palestiniens. Nous, quand on voit le traitement médiatique, on le sait. Mais le problème, c'est qu'il faut ressortir ce message. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'en Israël, il y a tout un ministère qui est dédié, qui a un budget, je ne veux pas dire qu'il est similaire au ministère, par exemple, des forces armées, mais assez similaire, qui s'appelle Hasbara. Hasbara, ça veut dire la diplomatie de notre récit. Je traduis ça de façon très rapide là. Alors, vous avez des Israéliens qui participent à des écoles, qui leur enseignent comment transmettre le récit israélien pour que ça soit accepté en Occident et très bien compris en Occident. D'accord? Alors, je vous recommande fortement d'aller regarder un documentaire qui a un sous-titrage en français, dont la narration a été faite par Roger Waters, qui s'appelle « The Occupation of the American Mind ». Alors, dans ce documentaire, on vous montre de A à Z comment le récit est créé, que vous écoutez ici, que nous écoutons tous et toutes ici. Il est créé en Israël par des personnes qui connaissent très bien l'Occident, qui connaissent très bien ce que la population en Occident accepte ou n'accepte pas comme mot, comme vocabulaire et ainsi de suite. Il est fabriqué ici et ensuite, ils arrivent à nos oreilles ici, de A à Z. Alors, il faut vraiment faire attention à l'information que nous avons devant nous. Oui, il y a de la mauvaise information, mais nous aussi, c'est notre devoir d'aller chercher l'information que nous sommes en train de voir sous nos yeux et de chercher les ressources aussi. Alors, la complicité du Canada. Alors, pourquoi on parle de la complicité du Canada? Parce que c'est très important de nommer les choses comme ils le sont. On ne peut pas continuer à armer, à fournir des armes et à fournir de soutien financier à un État qui est en train de commettre un génocide, à un État qui est reconnu comme force occupante, et ensuite se dire « non, on n'a rien à faire là-dedans ». Alors, en 2022 seulement, le Canada a accordé 315 permis pour un total de 21,5 millions de dollars en biens et technologies militaires exportés vers Israël. Israël a fourni au Canada un large éventail d'équipements tels que des drones, radars, systèmes de surveillance, systèmes de sécurité pénitentiaire et de cybersécurité. Et 70 chefs de police et membres du cabinet se sont rendus en Israël. Alors, tout cela pour dire qu'il y a une complicité directe entre le Canada et Israël en termes d'armement. Et ce que nous sommes en train de revendiquer, c'est que dans les situations actuelles, quand on reconnaît qu'il y a un génocide en cours, quand on est signataire des traités au niveau international pour interdire les génocides et ainsi de suite, il ne faut pas qu'on soit complice en fournissant des armes à ce pays qui commet les génocides qui est en cours. De plus, le Canada contribue au niveau du Fonds national juif. Alors, je vais vous dire c'est quoi le Fonds national juif. Puis il ne faut pas oublier que le Canada a aussi un traité de libre-échange avec Israël, et ce depuis 1996. Et on a aussi un partenariat stratégique depuis 2014 qui vise la coopération bilatérale dans les domaines de la défense, du renseignement et de la sécurité. Il faut aussi parler de l'historique de vote au niveau des Nations unies. Le Canada soit vote non ou s'abstient. Il y a plus que 16 résolutions par année et c'est toujours pareil au niveau du rôle du Canada.
Et le Canada a seulement voté 5 fois à une résolution palestinienne depuis 2011 sur des questions majeures telles que l'adhésion de la Palestine aux Nations Unies et sa reconnaissance en tant qu'État. Le Canada a toujours voté non. Au niveau des dépenses militaires au sein d'Israël même, aujourd'hui, Israël reçoit plus que nul autre pays dans l'histoire du financement des États-Unis, chiffré à 3,3 milliards juste pour 2022. Le chiffre vient d'augmenter récemment. Cette somme étant dédiée spécifiquement à l'industrie d'armement. Elle se situe parmi les pays qui allouent le plus de ressources aux dépenses militaires en proportion du produit intérieur brut. C'est quand même des chiffres qui sont frappants. Alors, puis je vous ai mis toutes les ressources en ligne que vous pouvez y accéder. C'est très important de reconnaître que le Canada accorde un statut de charité au Fonds national juif, d'accord? Ce fonds, il est réservé exclusivement aux citoyens juifs, dont 93% des terres d'Israël, dont la plupart étaient auparavant palestiniennes. Il est interdit aux Palestiniens de reposséder ou de louer l'une de ces terres en raison de leur religion ou de leur origine ethnique. En dépit de cette discrimination flagrante, le Canada accorde au Fonds national juif le statut d'organisme de bienfaisance. En réalité, c'est aussi un paradis fiscal. Donc, si jamais vous faites des dons au Fonds national juif, vous savez là où votre argent elle va. Je sais que je vous ai présenté une réalité qui est très sombre, mais c'est la réalité. Mais aussi, nous, on a notre part de choses à faire. Alors moi, je peux vous le dire, ça fait, je sais pas, ça fait plus que 35 ans qu'on est là. Nous, quand on est arrivés, on nous disait, vous êtes où? On disait de la Palestine. Ah, la Palestine, c'est où? Massacre Sabra el-Shati, là, on ne connaissait pas c'est quoi. Fait que le paysage de solidarité internationale à Montréal, puis je vois à Rimouski, évidemment, à Québec et au Canada en général, s'est amélioré d'une façon incroyable. Et comme le disait Sarah, ben c'est parce qu'il y a des personnes comme vous qui se sont investies pour effectivement faire ressortir la voix de la lutte palestinienne pour la ramener ici. On a eu plein de personnes, même des élus qui étaient intéressés, qui ont rendu visite. En 2009, la FNEC, la Fédération des enseignants et des enseignantes, se sont même rendus en territoire palestinien occupé. Ils ont construit des projets en relation avec les enseignants et enseignantes en palestinienne qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Il y a des syndicats comme les syndicats des postiers qui étaient les premiers à adopter des résolutions pour BDS. Et ça, ce n'est pas rien là. Ça, c'est très important. Il y a plein de syndicats, la FTQ, la FIC, la CASN, je ne vais pas nommer quelques-uns parce que je ne vais pas faire, je vais m'assurer d'avoir la bonne liste, mais qui ont adopté des résolutions BDS. Mais il faut passer au-delà des résolutions. Et si vous êtes syndiqué, de demander à vos syndicats de ressortir cette fameuse résolution et dire, ben, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Comme je vous ai dit, par exemple, à l'UQAM, c'était une victoire historique parce que tous les associations étudiantes ont adopté le mandat BDS. Nonobstant, sans aucune exception, ils ont tous adopté la motion. Et quand vous voyez les campements des étudiants, tout ça a un écho direct envers nos élus. Mais l'affaire que nous pouvons faire, qui a vraiment un impact direct, c'est de contacter nos élus. C'est de les appeler, pas une fois, 2 fois, 3 fois, c'est de les écrire, de leur dire pourquoi vous êtes outrés. Qu'est-ce que vous aimeriez voir comme position du Canada? Je sais qu'on est rendu à un moment donné où on est épuisé, on peut plus parler, on a presque ras-le-bol de descendre dans des manifs, de signer des pétitions, d'envoyer des courriels, mais il faut le faire parce que ça a un impact direct. Puis vous l'avez vu, quand le NPD a déposé une motion, ben, ils ont utilisé les chiffres dans les circonscriptions. Combien de personnes ont écrit, combien de personnes ont appelé. Parce que si nous, de notre côté, par exemple, les personnes qui sont outrées par ce qui se passe présentement en Palestine, s'ils nous entendent 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois par semaine, ben, le lobby zioniste en parle d'un lobby qui est très organisé. Je peux vous dire qu'à Montréal, il y a eu des organismes communautaires qui ont adopté des motions, ne serait-ce que pour dénoncer l'agression israélienne et le génocide. Ils ont reçu des lettres des avocats du lobby zioniste pour dire qu'il faut retirer cette motion. C'était des motions qui étaient adoptées lors de l'Assemblée générale des membres, donc de façon démocratique.
Et même à ça, ils ont été harcelés, ils ont reçu vraiment des lettres des avocats qui sont assez épeurantes, qui ont mis des pressions sur eux. Alors, on voit que de l'autre côté, il y a une organisation au niveau des élus, au niveau des organismes communautaires, au niveau de l'organisation aussi, au niveau des universitaires. Il y a des campagnes de terreur envers les universitaires pour essayer de leur faire taire. Il y a un enseignant à l'Université de Montréal qui a perdu son contrat à cause de ceci. Alors, on ne cesse d'entendre ces histoires d'horreur, mais en revanche aussi, on a des victoires, on a des gains, puis on les voit souvent devant nos yeux, parce qu'on les vit dans des campagnes de sensibilisation. Moi, je peux vous le dire, si ce n'était pas pour la mobilisation ici même au Québec en solidarité avec la Palestine, moi, je ne me retrouverais pas ici aujourd'hui à Rimouski en train de vous parler de ce qui se passe en Palestine. Ça aurait été vraiment impossible, voilà quoi, il y a 20 ans, 30 ans, mais parce qu'il y a eu de la mobilisation. Il y a des gens de courage, de conscience qui ont osé prendre la parole. Puis on a aussi plein des politiciens, des élus. On a Mme Louise Arel qui a pris la parole pour dénoncer ce qui se passe. Il y a eu des fondations comme l'Aide médicale pour la Palestine, des fondations comme Palestiniens et Juifs unis qui ont été fondées par Rezek Farage, qui est maintenant décédé, et Bruce Katz, des Palestiniens et Juifs qui veulent travailler ensemble. De plus en plus, des voix juives qui sont en train de s'élever aujourd'hui comme voix juives indépendantes, qui sont en train de dire « pas à mon nom, vous voulez parler du sionisme, de l'État d'Israël ?» Ça vous appartient au niveau politique. Mais au niveau de ma religion, du judaïsme, ne parlez pas au nom du judaïsme quand vous êtes en train de commettre ces atrocités. Alors, de plus en plus, les gens prennent leur courage en main, puis ils parlent. Ils dénoncent ce qui se passe. Et tant aussi longtemps que chacun d'entre nous, par exemple, ici, n'agit pas de cette façon, n'écrit pas à ses élus, n'appelle pas ses élus, ne participe pas à des événements, n'essaie pas d'amplifier la voix des Palestiniens et des Palestiniens, on n'arrivera pas à déconstruire les mythes qui entourent cette réalité. Alors, si je dois vous laisser avec un message, moi j'ai sorti un message d'Anaïs Barbeau-Lavalette, qui est artiste et cofondatrice du mouvement Mères au front. Elle a dit « Quelque part, on est toutes des mères palestiniennes. On est là pour protéger les enfants de façon large. Il y a une espèce d'aveuglement volontaire des enfants meurent de faim. Mères au front s'érige devant ce manque d'humanité foudroyant. Notre manque de courage est stupéfiant. Ça me fait de la peine. Disant regretter qu'au Canada, on reste si immobile et si peu vocal, alors qu'on a des leviers majeurs pour faire évoluer la situation et favoriser la survie d'êtres humains. Mais je vais vous laisser aussi à la fin avec des références puis des ressources. C'est pas ça qui nous manque, ni les références, ni ressources. Mais aussi, on a un grand poète qui s'appelle Mahmoud Darwish. Il disait toujours que nous, les Palestiniens, nous sommes infligés d'une maladie qui est incurable. Et c'est l'espoir. Alors, je suis obligée de vous laisser avec une note d'espoir. Merci. Merci infiniment, Zaya. Bonsoir. Merci beaucoup pour la présentation. On a beau entendre les bases tout le temps, il y a toujours quelques éléments qu'on apprend de nouveau quand même, donc merci pour ça. Vous avez mentionné brièvement l'attaque avec les pagettes là, au Liban, c'est très d'actualité évidemment. Puis vous avez dit c'était très impressionnant, puis les gens disaient que c'était très impressionnant parce qu'ils avaient atteint leur cible de manière très précise, mais au final, il y a eu beaucoup de victimes
civils. Puis, en fait, moi, ma compréhension de la chose, c'est qu'en fait, les cibles, en fait, les civils ont toujours été des cibles. Puis, je me demandais si vous aviez, d'autant plus que votre famille vit au Liban, et je me demandais si vous aviez un peu une idée de c'est quoi le plan de colonisation d'Israël au Liban précisément, parce que ça a l'air d'être vraiment un plan en soi en ce moment. Okay. Si vous avez des détails là-dessus. Bien, des détails. Honnêtement, ce qu'on est en train de voir, c'est que l'invasion terrestre a effectivement commencé. On ne sait pas, ils sont rendus jusqu'où. Mais ce qui est particulier au Liban, c'est que le Liban est en train de vivre cette même situation qu'il a vécue, ça fait plus que 3 fois. D'accord? Alors, les attaques sur cette région qui est Dahieh, ce n'est pas la première fois. J'ai mentionné 1982, l'invasion israélienne du Liban, mais il y a aussi 2006, on se souvient de 2006. Israël a complètement détruit l'infrastructure libanaise, là. Alors, ça ne date pas de longtemps. Puis là, aujourd'hui, ils sont en train de revivre. Puis ça fait pas longtemps qu'il y a eu... Le Liban vient de se remettre des explosions, des ports, les 2 grandes explosions au port du Liban. Alors, c'est des situations qui sont déjà difficiles. La situation au Liban, elle est déjà compliquée et très précaire au niveau économique et au niveau social. Et on vient rajouter maintenant cet élément de bombardement aérien israélien et d'invasion terrestre. Alors, il y a plein de scénarios qui circulent en temps pourquoi. Est-ce que ça serait pour accéder à l'eau? Il y a le Litani qui est là. Est-ce que c'est pour cela? Est-ce que ce serait encore de gruger des territoires libanais au sud du Liban? Est-ce que c'est ça le plan? Mais pour le moment, c'est pas ça qui est mis en évidence. Pour le moment même, ce qui est très préoccupant, c'est cette agression qui n'arrive pas à arrêter. Il n'y a personne qui arrive à arrêter cette agression militaire. On parle d'une invasion terrestre d'un pays souverain. Alors, on se souvient tous qu'est-ce qui est arrivé quand la Russie a envahi l'Ukraine. Ben, pourquoi on n'a pas la même réaction de la part de nos leaders politiques? Alors, c'est tout le temps cette question qui revient concernant pourquoi le Liban a un traitement différent, pourquoi la Palestine a un traitement différent, mais en bout de ligne, c'est pourquoi on accorde ce traitement différent à Israël. Pourquoi on n'a jamais des conséquences. Je veux dire, un pays souverain vient d'envahir un autre pays souverain. Si ça aurait été peu importe quel autre pays, il y aurait eu des réactions. Mais là, il n'y a pas de réaction. Puis, juste une affaire sur l'affaire des Pagettes, effectivement, la majorité des décès et des blessés, ce sont des civils. Ce n'étaient pas les cibles visées, comme ils l'ont mentionné, de façon méthodique. Ce n'était pas comme fait à la lame presque. Bonsoir. Merci beaucoup vraiment pour le courage puis la présentation ce soir. C'est important le travail que vous faites. Merci. Je me demande, moi, quand je réfléchis à tout ça, là, vous parlez des leaders politiques, c'est par des jeux de pression éventuellement de la population. On disait, là, il y a un avancement important, la population est au courant de ce qui se passe, mais la chaleur n'est pas encore nécessairement très forte sur les leaders politiques de la part de leur population. On a vu des initiatives comme la flottille pour Gaza qui n'a pas pu aller. Il y a plusieurs pétitions qui ont passé pour cesser le financement. Moi-même, dans mon organisme, on a adopté une motion BDS aussi. Donc, il y a comme une gradation qui se passe. Mais en fait, moi, qu'est-ce que je me demande, c'est quoi nos prochains pas dans la gradation au moment où est-ce qu'on a voulu apporter de l'aide, où est-ce que ça rentre pas, où est-ce que, oui, les pétitions, les appels. En fait, ma question, c'est de savoir est-ce qu'en ce moment, est-ce qu'il y a un appel à l'action que tu as envie de nous lancer dans certaines organisations à suivre, peut-être plus provincial ou national, on est bon, je trouve, ici, les gens, on est quand même mobilisés à Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent. Il se passe des choses quand même pour la Palestine, mais je me demande s'il y a des éléments comme qui s'en viennent plus grosses, comme mobilisation, comme démonstration de force, parce que ce serait comme, pour moi, les prochaines étapes logiques, c'est qu'il faut monter le ton. C'est ça. Alors, honnêtement, pour le moment, tout est un bon moyen. Tous les moyens sont bons, d'accord? Mais la campagne d'armement contre l'armement, elle est essentielle maintenant parce qu'on arrive à rejoindre presque toutes les différentes paliers de la société. Que vous soyez personne syndiquée ou pas, vous pouvez y contribuer.
Alors, si vous êtes syndiqué, allez-y au niveau des syndicats. Ça, c'est très efficace. Comme je vous le dis, la majorité des syndicats ont adopté des motions BDS. Puis aussi, on a vécu l'expérience des travailleurs et travailleuses en Belgique. Récemment, on a eu une rencontre avec eux, puis ils nous ont parlé que pour eux, la façon qu'ils ont abordé le fait de refuser vraiment de porter des matériels qui concernent l'armement, ben ils ont dit, nous, dans nos conventions, on a le droit à un environnement sécuritaire. Alors nous, c'est par là qu'on a commencé, c'est par là qu'ils ont commencé cette campagne. Puis ils ont réussi. Puis ils ont réussi parce qu'ils ont pu rejoindre beaucoup des alliés. Puis on a vu la réaction en Belgique, c'était génial, c'était une campagne très, très, très réussite. Fait que pour nous, la campagne sur laquelle je vous dis, il faut se concentrer, mais comme je dis, tous les moyens sont bons, c'est vraiment l'armement. Parce que ne serait-ce que pour nous comme société, c'est insensé de continuer à armer un pays dans lequel on voit c'est quoi le retombé. Il y a un génocide en cours, il y a la colonisation, il y a l'occupation illégale, il y a les colonies illégales. Je veux dire, on a toute l'information nécessaire au niveau international pour nous indiquer, pour nous mener vers le bon chemin. Fait que là, c'est à nous, au niveau de l'armement, c'est la moindre des choses, c'est de se concentrer. Puis il y a les travailleurs et travailleuses pour la Palestine, en anglais c'est Labour for Palestine, qui viennent de lancer une campagne qui s'appelle... la campagne d'embargo, effectivement, militaire, Hot Cargo. Je peux partager les ressources avec vous. Puis, c'est une campagne en anglais puis en français, effectivement, pour mettre la pression, pour s'assurer qu'il n'y a plus aucun armement qui est envoyé du Canada en Israël. Peu importe sous quelle forme, que ça soit permis, que ça soit parce qu'on sait, comme genre à Alma, il y a eu aussi des ententes avec des universités au niveau des drones, des recherches scientifiques, et ainsi de suite. Fait que peu importe quelle forme que ça prend ou quel camouflage que ça prend, quel moyen d'armement, tout moyen d'armement, il faut que ça cesse. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'avais une question un peu justement par rapport aux médias. Ce qu'on lit beaucoup par rapport à Israël, c'est comme si c'était un gros bloc homogène. Et c'est clairement pas le cas. Non. Mais on ne sait pas ce qui se passe au niveau de la population non plus là-bas. Il doit y avoir quand même des regroupements qui sont pro-paix, pro-palestiniens. Tout à fait. Puis j'aimerais savoir un peu qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Il y a d'ailleurs un organisme qui s'appelle Zokorot. Okay? Ce qui se traduit en arabe, Ziklayat, ça veut dire souvenir. Puis juste pour savoir, il y a une loi en Israël qui interdit l'usage du mot Nakba, celle que je viens de mentionner. Alors Zokorot, puis ce sont des Israéliens, ils n'habitent plus en Israël, mais ils habitaient auparavant en Israël. D'ailleurs, ils ont publié un livre, je ne l'ai pas mis dans la liste de ressources. Merci de me rappeler, je vais la mettre dans la liste des ressources. Puis effectivement, ce qu'ils font, ils font la tournée, pour éduquer les gens sur les villages palestiniens qui existaient et les villes palestiniennes sur lesquelles les villes israéliennes présentement sont construites. Pour le dire, il y a eu une Palestine avant 1948. Mais eux, ça, c'est un des groupes. Il y a d'autres groupes qui ne sont pas autant, disons, progressistes, qui travaillent, qui sont considérés plus de la gauche. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est tellement polarisé, on n'entend plus que la voix de la droite, d'ailleurs. Mais à l'intérieur même de la population israélienne, c'est complètement divisé parce que vous avez l'extrême droite, vous avez les orthodoxes, les communautés orthodoxes qui, d'ailleurs, n'ont rien à faire avec le restant de la population israélienne. Vous avez qui sont complètement désathées, qui veulent rien savoir, ni de la religion, ni de ce qui se passe, qui sont là parce qu'effectivement, à Tel Aviv, il existe une vie, on se pense, en Europe, quelque part, où il n'y a pas, au-delà de la frontière ou au-delà de ce mur de la honte, il n'y a pas une population qui vit une famine ou forcément un déplacement forcé ou quoi que ce soit. C'est la belle vie. D'ailleurs, ça, c'est une affaire que Israël a fait. Ils ont complètement changé le visage, le paysage de la Palestine. Alors, si jamais je ne sais pas si vous avez déjà visité l'Europe et ensuite visité un pays arabe, comme quand vous visitez un pays, je ne sais pas, arabe, Chine, n'importe où, vous vous sentez un peu dépaysagé. Ce n'est pas le même paysage qu'en Europe, comme ici. Or, quand vous visitez Israël, c'est la même chose. Vous pensez en Europe. Ce n'est pas un pays méditerranéen.
pas du tout. Ils ont complètement tout changé, ça. Fait que oui, il y a beaucoup des différences au sein de la population israélienne, puis on le voit. Mais aujourd'hui, la seule voix, malheureusement, qu'on entend, c'est la voix de l'extrême droite. Puis on essaie de nous dire que c'est Netanyahou. C'est pas Netanyahou. Parce qu'on essaie de nous dire non, c'est la politique de Netanyahou, c'est l'approche de Netanyahou. C'est pour ça qu'on est en train de vivre cette crise aujourd'hui. Or, ça, c'est la réalité de la politique israélienne depuis la création de l'État d'Israël. C'est pas parce que Netanyahou est au pouvoir qu'on est en train de vivre cette situation, malheureusement. Mais il y a de plus en plus des voix émergentes qui demandent, un, la reconnaissance de la Nakba, et deux, vraiment, quand on dit on veut parler d'une paix juste et durable, pour dire, bien, il faut commencer à parler d'une paix juste et durable. Mais on les entend de moins en moins, malheureusement. Bonsoir. Bonsoir. Merci encore. Je vais juste revenir 2 secondes sur les moyens qu'on peut avoir, en effet, en tant que syndicat, mais en effet, en tant que particulier, de gueuler, d'aller voir les élus, peu importe, mais d'aller faire des manifestations, de continuer à en parler. Il y a aussi des moyens, je crois, qui sont quand même de cagnottes qui se trouvent assez facilement en ce moment. En tout cas, on en trouve beaucoup. Par exemple, juste là, comme ça, le premier qui me vient, c'est une semaine, une cagnotte. Sur Instagram, c'est vraiment facile. Chaque semaine, ils mettent une cagnotte. Vous pouvez participer à hauteur de vos moyens pour aider des personnes palestiniennes à s'enfuir potentiellement en Égypte et à s'enfuir de ce génocide-là. Donc, si vous ne savez pas trop quoi faire, vous ne faites pas partie d'un syndicat ou quoi que ce soit, peut-être que ça peut être donner 10 balles chaque semaine, ou en tout cas, comme vous pouvez. Puis ensuite, moi, j'aimerais revenir sur ces conditions de paix ou de réparation. Je ne sais pas jusqu'où c'est trop rapide, trop sensible, etc. Mais je me demande si politiquement, il y a déjà des gens qui commencent à penser comment, dans un monde utopique où ça se termine demain, comment ensuite on fait avec ces populations-là qui sont traumatisées, d'autres populations qui ont été endoctrinées anti-palestiniens, etc. Comment on habite ces territoires-là et comment on répare, en effet. Oui, c'est ça, c'est ma question. Mon Dieu, la deuxième question, c'est vraiment difficile, mais il y a en effet des auteurs qui se sont lancés dans ce jeu. C'est à peu près une douzaine d'auteurs. Ah, je ne l'ai pas rajouté à la liste des références, je vais le rajouter. Il y a trop de livres là. Qui est notamment Omar Barghouti, qui est un des fondateurs du mouvement BDS, et Ilan Pappé, qui est l'auteur du nettoyage ethnique, qui se sont lancés dans ce jeu pour imaginer dans un monde utopique, ça ressemble à quoi. Mais je vous le dis, c'était des conversations très, très difficiles. Parce qu'en partant, vous avez 2 personnes qui sont à la limite d'accord sur 1948, sur la Nakba, sur la reconnaissance. Mais au-delà de la reconnaissance, en réalité, ça se traduit comment? Puis à un moment donné, même, je parlais tantôt d'Edouard Saïd, puis il a eu une conversation avec Noam Chomsky, puis effectivement, il discutait, ça va ressembler à quoi? Puis c'est pas évident, ça va ressembler à quoi? Parce que quand on parle de réparation, quand on parle de reconnaissance, ben, tout cela prend du temps. Puis il y a Michel Sibony de l'Union juive française. Puis dans leur présentation, parce que c'est une des premières choses que je vérifie tout le temps, c'est de voir c'est quoi leur vision d'un État, d'un futur État palestinien. Ben, ils disent clairement que la décision relève des Palestiniennes et des Palestiniens à l'intérieur pour décider ce qui deviendra de cette nation. Alors, ce n'est pas évident, surtout dans les circonstances aujourd'hui, d'envisager même un après, parce qu'on est à peine en train de penser à l'après-génocide et la reconstruction. Alors, je vous dirais que maintenant, c'est un moment très difficile d'envisager un après. Parce que, encore une fois, si on veut parler d'une paix juste et durable, ben, parce qu'on parle, ça veut dire qu'on parle à travers un prisme d'un État moderne. Donc, il faut prendre tous les critères nécessaires pour avoir un État moderne. Or, si on regarde la situation aujourd'hui en Palestine, on n'en a aucun de ces critères.
Alors, comment on peut vraiment parler d'un paix juste et durable si on n'a aucun de ces critères? Et ça, si on parle à travers le prisme d'un État moderne. Alors, c'est pour ça que c'est très difficile d'aborder cette question dans ces circonstances, mais je peux vous le dire quand, par exemple, Edouard Saïd, il faisait même parmi les personnes qui ont participé au pourparlers d'Oslo, puis il est sorti très, très, très déçu parce que la façon que nous, comme Palestiniens, comme délégation palestinienne, nous avons participé, c'était pas d'une façon qui est équitable. Puis encore une fois, ça revient à cette reconnaissance, parce qu'il n'y avait pas la reconnaissance, parce que c'était de la poudre aux yeux. Alors pour le moment, je dirais pas qu'on a les éléments nécessaires pour parler d'une paix juste et durable. Pour le moment, on demande le minimum, c'est l'arrêt du génocide. Puis à partir de là, quand il y a une vraie reconnaissance, quand ça sera plus interdit en Israël de mentionner le mot Nakba, quand on permet aux Palestiniens le droit de retour qui est garanti par la loi internationale de retourner, à ce moment-là, on peut commencer à parler c'est quoi les éléments d'une paix juste et durable. Puis pour ce qui est question aux contributions, je vais vous dire, pour les contributions, c'est très, très, très important de vraiment soit contribuer à des campagnes des personnes que vous connaissez, soit contribuer à des organisations comme celle de Rassan Abou Sitta, par exemple, pour la construction des hôpitaux, soit l'aide médicale en Palestine, qui est une organisation rendue maintenant en Grande-Bretagne. Je veux dire des organisations qui peuvent passer l'argent, parce que présentement, à Gaza, c'est très difficile de faire rentrer l'argent directement. Donc, vraiment, essayez de contribuer à des campagnes que vous connaissez, les personnes que vous connaissez, sinon à des pour le moment, à des organisations d'ordre international. Merci beaucoup pour les mots qui étaient nécessaires à entendre et réentendre. Vraiment, merci. Et je voulais revenir sur les moyens d'action aussi, parce que je n'ai aucunement idée de remettre en doute que c'est un génocide et que c'est inadmissible que le Canada reste complice de ce génocide. Après, par rapport à la campagne Boycott, Divest, Sanction, je pense, BDS, ma question, c'était un peu comme, c'est quoi les entreprises à cibler, mais je voulais ramener qu'individuellement, on peut aussi boycotter et divest des banques comme RBC, qui finance beaucoup des entreprises comme Palantir, qui font de la surveillance en Palestine. Donc, si vous avez un compte en banque chez RBC, vous pourriez penser peut-être à le changer. J'imagine que c'est le site BDS. Oui, ce que je conseille tout le temps, c'est vraiment de suivre le site BDS du mouvement national. Pourquoi? Parce que l'idée de BDS, c'est vraiment, on a adopté le même modèle adopté en Afrique du Sud. C'est d'aller cibler des compagnies d'une façon stratégique, des compagnies qui investissent directement dans le régime d'apartheid, pour dire que nous refusons de contribuer à des compagnies qui ont la main dans un régime d'apartheid. Je vais vous donner un exemple. Il y a la compagnie Danse Beersheva. Il y a quelques années, ils sont présentés à Place des Arts. Puis on s'est organisé pour dire, c'est pas contre les artistes, parce qu'on sait que les artistes, ils peinent à vivre de leur art, de leur profession. Mais c'est parce que ces artistes, quand ils quittent Israël, ils signent carrément comme quoi ils sont des ambassadeurs des valeurs israéliennes. Ben là, si vous vous engagez à signer, ça veut dire que vous êtes là pour représenter l'État d'Israël. Fait que c'était vraiment très clair, une campagne ciblée à Place des Arts concernant la compagnie Beersheva. Fait que il faut toujours que ça soit des campagnes ciblées. Il y a quelques années, plus que de 10 ans, je pense en 2018, il y a eu aussi une campagne de boycott ciblée pour les vins dans la SAQ. Parce que, de un, c'est interdit d'importer des produits des colonies illégales en Israël, mais aussi c'était la question d'étiquetage. Puis on a gagné aussi cette campagne. Fait qu'il faut toujours essayer d'avoir des campagnes stratégiques et ciblées où on peut avoir des gains. En Europe, ils ont eu beaucoup de gains au niveau de leurs campagnes, comme avec SodaStream, avec Vodafone et plein d'autres compagnies aussi. Fait que ici, on a des compagnies locales, par exemple. Il y a eu même la campagne au niveau de la Banque Scotia aussi.
Mais toujours... puis l'autre campagne, c'était avec Chapters, parce que Chapters, c'est connu, Helen Wiseman, elle investit avec, effectivement, une des propriétaires. Puis aussi, ils investissent dans des mercenaires qui envoient en Israël. Donc, c'est des soldats qui n'ont aucune allégeance, ni politique, ni nationale en Israël, mais qu'ils envoient pour combattre contre les Palestiniens là-bas. Fait que ça, c'est clair. Mon Dieu, la campagne pour boycotter Indigo, ça fait, puis Chapters, ça fait plus qu'une dizaine d'années. D'accord? Alors, toutes ces campagnes, il faut vraiment y contribuer, mais aussi voir c'est quoi d'autres campagnes locales que vous avez, puis voir le mouvement national, à quelle campagne il nous demande d'adhérer. Parce que ça va évidemment, avec l'unité vient la force, ça va nous permettre de contribuer d'une façon beaucoup plus efficace encore. Puis j'avais une question aussi par rapport, vous aviez dit d'appeler des élus, donc nos députés, mais après ça, est-ce qu'il y aurait des ministres à cibler particulièrement? Moi, je dirais non. Rendu là, évidemment, la ministre Joly des Affaires extérieures, mais des Affaires globales, là, mais je dirais honnêtement, ça serait vos élus. Pourquoi? Parce que vous êtes dans leur circonscription. Vous avez le poids de votre voix électorale quand les élections arriveront. Fait que c'est pour ça, c'est très important qu'ils entendent parler de votre part. Puis je vous le dis, si vous êtes seul, si vous êtes plusieurs, regroupez-vous pour demander une rencontre avec vos élus. Puis ça ne doit pas être vraiment une présentation, une thèse, une dissertation. C'est une rencontre de 2 minutes pour dénoncer ce qui se passe et leur dire ce que vous souhaitez voir, leur rôle, que dire, que dénoncer. Parce qu'ils n'ont pas ce message ailleurs. Ils voient dans les nouvelles de la part d'autres représentants, de la part d'autres élus et ainsi de suite. Mais c'est les votes qui comptent. Ce sont leurs vraiment citoyens et résidents qui comptent le plus pour eux. Fait que c'est ça notre pouvoir. Puis je sais que c'est un travail à longue haleine, hein? C'est pas facile. Moi, je vous le dis, le nombre des fois que j'ai appelé, oui, madame, merci, madame, au revoir, madame, oui, madame, merci. Après, à un moment donné, c'est fatigant, mais il faut le faire. Il faut le faire. Puis vos courriels, je vous le dis, envoyez vos courriels. Mais changez une phrase pour que ce ne soit pas un courriel générique, puis qu'on compte pas. Mettez de la pression, mettez de la pression. Ce n'est comme ça que ça va aboutir à quelque chose. Je voulais vraiment vous remercier du fin fond de mon cœur parce que je trouve que c'est merveilleux ce que vous êtes en train d'organiser, le fait que vous vous êtes déplacés, venus aujourd'hui pour entendre parler de la Palestine, pour en discuter. Ça, on peut ramener ce message pour leur dire non, comme le journaliste vient de dire, on se sent oublié, pour leur dire non, vous n'êtes pas oubliés. Non, il y a de l'organisation, de la mobilisation qui se fait. Pas juste à Montréal, à Rimouski aussi, et partout au Canada. Puis ça, c'est très, très important. Je ne peux pas assez mettre l'emphase sur ce remerciement parce que c'est très important. Parce que l'idée, c'est, après avoir ces rencontres, c'est de passer à l'action. Et c'est ça qui compte. Fait que merci vraiment, merci beaucoup. Merci.